Si toi ça te fait plaisir, il y a de fortes chances que ça fasse plaisir à peu près beaucoup d'autres gens. Donc si ça te fait plaisir, fais-le bien et puis tu réussiras à en faire quelque chose après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram, @senscreatif_podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires. Et c'est exactement la mission que s'est donnée Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. Alors comment ça marche ? C'est très simple. Rendez-vous sur la plateforme patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contrepartie. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé. À vous d'être créatif. Donc si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon est la solution pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et aujourd'hui, on est super content de vous présenter notre épisode enregistré en public au Loire Art Show à Orléans. Et on enregistre ça au fond d'une piscine. Oui, piscine, Jérémy. On était au piscine. fond d'une piscine. C'était quand même la première Elle était fois. vidée quand même. Oui, elle était vidée. Voilà, oui. on n'était pas avec des masques et Oui, des tubas. Mais le Loire Art Show, c'était quoi ? Eh ben, le Loire Art Show, en fait, c'est un événement de street art qui est organisé tous les ans par Jean-Michel Ouvry et par Nicolas Baroum. Et ils nous ont invités très gentiment à venir enregistrer un épisode live. On savait pas qu'on serait au fond d'une piscine. C'était une sacrée expérience quand même. Il y avait plein d'enfants qui tournaient, qui jouaient autour de nous. On se rend pas compte dans l'épisode, mais c'est une cacophonie hallucinante. Oui. Nos chers invités, Maud Dardot, Vincent Audouin et Émilie Rouge, on les remercie du fond du cœur ils ont joué le jeu parce que si vous entendez bien l'épisode, en fait, nous, on s'entendait pas très très bien. Il paraît que les personnes qui écoutaient nous entendaient bien, mais nous, on était au fond et c'était pas simple, mais c'était rigolo. Bah oui, carrément. En tout cas, ça nous a pas empêché de faire un ping-pong à 5 pour parler de l'enfance de l'art, notamment. Ouais. C'était un petit peu le grand thème qu'on avait abordé. On a également suivi le parcours de chacun des invités et c'était hyper intéressant de voir les échanges et puis de les laisser aussi parler entre eux. Oui, alors les trois invités, qui sont-ils ? Donc on a Maud Dardot qui fait du tatouage, exactement. On a Vincent Audouin qui est peintre en lettres. Peintre en lettres, c'est vraiment la dénomination peintre en lettres. C'était un métier qui se perdait, qui est revenu sur le devant de la scène depuis quelques années et vous allez voir quel type de travaux il fait, c'est juste incroyable. Ouais. Et Émilie Rouge qui est illustratrice, animatrice, elle fait d'autres choses, mais on a surtout parlé de son parcours. Voilà, puis de son appétence aussi pour le graphisme de bande dessinée nord-américain, parce qu'elle a vécu notamment à Chicago. Ouais. On voulait que ce soit un épisode un peu family friendly. Donc on est revenu un peu sur l'enfance, sur les familles, sur leur parcours scolaire. Bien sûr l'influence des parents et puis aussi ce qui est permis en fait quand tu fais tes études, t'as le droit de faire quoi, qu'est-ce que tu peux pas faire, etc. Puis les choix que tu fais aussi en fonction, c'est assez intéressant. Ouais. On a parlé aussi de leur voyage à l'étranger, comment ça les a marqués. On a parlé aussi de quand ils se sont lancés en tant qu'indépendants, de leur quotidien. Donc on s'est vraiment super bien éclaté. C'était génial d'aller à Orléans. Vraiment on remercie encore Nico et Jean-Mi pour l'invite. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de voir des images du festoche, franchement, allez-y, parce qu'il y en a sûrement sur Internet. Faut quand même dire, on n'a pas précisé, on était au fond d'une piscine, certes, mais en fait, le lieu était complètement dingue. Oui, bah c'est une piscine municipale. C'était une piscine municipale, mais c'était surtout, il y avait des peintures partout. Ah bah oui, bien sûr, oui, c'était un peu l'idée, c'était d'investir, d'investir le lieu. Donc, ça soit les douches, les toilettes, en fait, tout était recouvert, en fait, de fresques. Ouais. Donc, le lieu était complètement dingue. Et c'est très chouette, une chouette expérience. Voilà, donc on espère que cet épisode un petit peu nostalgique qui vous refera vivre des souvenirs sûrement de vos études, de votre enfance, vous plaira. Puis voilà, on a trois regards un petit peu différents, un tatouage, lettres, illustrations, donc tout ce petit monde discute ensemble et melting pot créatif. Cet épisode. Et puis comme c'était en live, vous allez entendre les cris des enfants. Oui. Oui, on précise que c'est un épisode un petit peu particulier, genre vous allez tout bien comprendre, mais vous entendrez constamment ça va, une super ambiance. Des petits bruits, voilà. Bon, et bien sans plus tarder, on vous laisse découvrir notre épisode enregistré en live et en public au Loire Art Show en compagnie de Maud Dardot, Vincent Audouin et Émilie Rouge. Bonne écoute. On est très très content d'avoir été invité par le Loire Art Show
On remercie Jean-Michel et Nicolas Barôme de nous avoir invités. Sens Créatif en 2 mots, c'est un podcast qui existe depuis un peu plus de 3 ans sur les métiers de l'image. Et de temps en temps, on est aussi invité dans les festivals pour faire des tables rondes autour des thématiques artistiques. Voilà. Donc, on est très content d'être là. Le lieu, il est complètement dingo. On est ravis d'être avec nos 3 invités aujourd'hui. Donc, nous avons avec nous Maud Dardot, Vincent Audouin et Émilie Rouge. Merci d'être là. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Merci à vous. Voilà. Et on va tout de suite commencer. Ça va ? Ouais, nickel. Ouais. Alors, pour débuter, je vais vous demander très brièvement chacune de vous présenter et de répondre à la question « Et toi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu seras grand ?» Qui veut commencer? Dame. Maud? Alors, oui, petite, je me posais pas forcément la question de plus tard ce qui va se passer. Je pense comme beaucoup d'enfants, on vit un peu au jour le jour. Après, moi, j'ai toujours dessiné et baigné dans le dessin avec mes parents, donc c'est venu un petit peu sans trop réfléchir en fait. Hein. Ouais. Ok, d'accord. C'est un truc de famille. On va y revenir. Ouais. Du coup, moi, c'est Vincent. Je suis peintre en lettres. Et quand j'étais petit, en vérité, je savais pas trop ce que je voulais faire non plus, je pense. J'ai pas du tout de famille qui est dans ce métier-là. Tout le monde est dans le médical, donc ça s'est fait sur le tard. Et après, études de graphisme. J'aimais bien l'architecture, graphisme, le lettrage. Déjà tout petit ? Ouais, je dessinais pas mal quand j'étais petit. C'était un truc que je tenais de mon grand-père qui peignait des toiles. Mais mis à part ça, j'étais pas trop dans une famille de créatifs, donc ouais. c'est juste j'ai développé un peu ça en m'embêtant dans des cours de philosophie ou des choses comme ça. Ah ouais, évidemment, Puis dans les voilà. marges. Ouais. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et toi, Émilie ? Et ben moi un peu comme Maud, pareil, mes parents étaient dans le milieu, du coup ils ont fait la même école que moi, on est une C'est vrai ? Ouais. Ils se sont rencontrés dans la même école. Ouh, c'est beau. C'est beau. Du coup, effectivement, je me suis pas énormément posé la question, même si, comme tout le monde, j'ai voulu être astronaute, princesse, voilà. Mais globalement, ça a toujours été le dessin. Ok, d'accord. Donc du coup, l'un des premiers terrains où on avait envie de commencer, c'était votre arrière-plan personnel. Vous avez déjà commencé un petit peu à y répondre, mais est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cet arrière-plan et puis aussi de la place qu'avait l'artistique dans vos familles ? Moi, mes parents se sont rencontrés aux Beaux-Arts. Ah. Donc, c'est pas possible. voilà. Same story. De base, déjà, ça aide d'avoir des parents un peu sensibles au dessin. Mmh. Disons que ça aide surtout le jour où on décide de dire moi je veux dessiner, j'ai pas envie de faire des études d'avocat ou de je ne sais quoi, médecine. Et au contraire, du coup, ils ont pu m'appuyer et m'aider justement à aller trouver les écoles qui auraient pu coller. Bon, même si les écoles, au final, ça a été assez court, mais au moins m'appuyer dans la démarche artistique. Ouais. C'est passé crème. Ton papa, maman, prof de dessin. Ma papa... mère, prof de dessin, et mon père, lui, alors, il avait changé de voie entre temps, mais il peignait, il faisait de la peinture aussi un peu en lettres, hein. Ouais. Dans les, pour les publicités. Les supermarchés, tu vois, pour Carrefour, Ah par ouais exemple, il peignait les publicités à la main. Donc, t'avais le légume, les légumes, la boucherie, la technique comme ça. C'est génial ça. Ouais. Donc, mais tout fait à la main. Ouais, comme les vieilles épiceries à C'est ça. l'ancienne et tout. C'est Génial. Non, moi du coup comparé à Maud par exemple et à Émilie aussi, moi j'ai des parents qui étaient fonctionnaires, un père pompier et une mère sage-femme, donc complètement à l'opposé rien à voir, de ce milieu-là, mais qui étaient pas du tout réticents. Enfin, quand j'ai dit que c'était ce que je voulais faire, partir en art appliqué après mon bac, ils ont dit vas-y, si c'est ce que t'aimes. Ouais. Ils m'ont vraiment soutenu, donc de ce côté-là j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, c'est cool. Par contre, ils m'ont dit vas-y. On peut pas t'aider. Enfin, je sais pas d'où tu mets les pieds et moi je savais pas trop où je mettais les pieds non plus. Ouais. Du coup, ça s'est fait un peu au fur et à mesure et en voyant les écoles, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Et puis ils m'ont toujours soutenu, ils sont super fiers maintenant, donc ça fait plaisir. Ouais, grave. Mais mis à part avoir un grand-père qui peignait des toiles lui à l'époque. Donc je pense que ce talent artistique, on va dire, je le tiens de lui. Mon père sait dessiner, mais il a pas poussé la chose. D'accord. Et du coup, moi j'ai essayé de continuer dedans et puis voilà, et puis c'est plutôt sympa. C'est particulier quand même quand vas-y, on te soutient, mais on sait pas trop. Ouais. Et puis en plus, tous mes frères et sœurs sont un peu dans ce délire-là. Enfin, je veux dire, j'en ai qui sont infirmiers aussi, à peu près avocats ou quelque chose comme ça. Enfin, des métiers qui n'ont rien à voir. Du coup, je suis un peu l'élément chelou de la famille, mais c'est marrant. Et toi, Émilie? Alors que moi, c'est mon frère qui n'est pas du tout dans le milieu artistique et je pense que ça n'a pas été simple pour lui, par contre.
Justement, parce que famille de, voilà, on parlait que de techniques de dessin, tout comme ça. Mais non, c'est vrai que ça aide beaucoup d'avoir une famille qui soutient. Après, ça peut être un peu aussi, un poil de pression, parce que du coup, c'est intéressant. je me souviens de montrer des dessins, je sais pas, à 5 ans, et de m'entendre dire, ça manque de mouvement. Ouais, ça va, j'ai 5 ans, quoi, merde. Revois tes perspectives. Ouais. C'est ça. Il y a un épisode la main d'un personnage qui était dans sa poche, et la poche ne rendait pas le volume de la main, et moi j'étais là, oui, enfin tu peux dire que mon dessin est beau et le mettre sur le frigo aussi, tu vois, ça peut se faire. C'est vrai. Mais sinon, bon, à part ça, c'est vrai que ça ouvre des perspectives. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'enfants ou d'ados qui adorent dessiner, qui se rendent pas forcément compte que c'est pas si compliqué de se diriger vers une carrière comme ça. Ouais. Alors que nous, tout de suite, c'était, si tu veux faire une école, va faire une école et ça va être super. Donc. Ouais. Et pour rester dans le cadre de l'enfance, est-ce que vous avez un premier coup de foudre artistique? Si oui, quel était ce coup de foudre? Qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette étincelle, cette passion? Alors là, bonne question. Écoute, moi c'était plus avec ma mère qui du coup, en étant prof d'art, forcément était toujours à ramener le boulot à la maison. Et du coup, je voyais passer les dessins des élèves, les sujets. Donc au final, pour m'occuper, je pense aussi, elle me faisait faire les sujets des élèves. Et c'est un petit peu comme ça en fait, donc détourner même des chaussures, il fallait créer des chaussures, plein de sujets qui au final ont fait que c'était pas forcément une personne en particulier, mais plus le milieu artistique en général. Ça t'a donné le goût, quoi. C'est ça. Et après, évidemment, à la maison, mes parents étaient très, collectionneurs de peinture, faire beaucoup de brocantes, donc ils m'emmenaient partout, filer les vieux objets, les vieilles gravures, et c'est comme ça aussi en baignant dedans, je pense qu'on apprend à s'ouvrir à tout cet univers-là, en fait. C'est clair. Moi, du coup, en y repensant, je pense que c'était vers le collège à peu près. En fait, mon père est beaucoup tatoué et c'est en analysant un peu ses tatouages et tout que je me suis intéressé à tous les styles et c'est un truc qui me passionnait pas mal pendant des années. Même, j'ai presque pensé à me diriger vers ça, puis au final, j'ai fait autre chose. Mais de là, j'ai découvert les estampes japonaises et tout ça. Et ça, c'est vraiment des trucs qui me fascinent, toutes les fleurs, tous les symboles, etc. Et puis après, ça ouvre à plein d'autres trucs. Mais je pense, vraiment le début, c'était de voir les tatouages de mon père, d'en dessiner pour lui ou des choses comme ça. Et puis après, ça a ouvert. Et puis il y a eu les peintures. Même les BD, les sculptures, tout ça. Est-ce que le côté artisanat, il t'intéressait déjà à l'époque? Le côté craft? C'était le côté d'une réalisation d'un truc fait à la main, en fait. Et je le dis, quand j'en parle avec des potes ou quoi, par exemple, l'art digital, j'ai un petit peu de mal, même si ça me fascine. Je serais toujours plus fasciné par quelqu'un qui va prendre un crayon et qui va dessiner un dessin super beau sur une feuille. Le fait de passer de la main à un dessin, je trouve ça super beau. Donc peut-être que l'artisanat, il était déjà un peu là-dedans. Ouais, cool. Émilie, ton premier coup de foudre artistique? Je sais pas s'il y en a un spécifique. Je sais pas si j'appellerais ça un coup de foudre, mais chez moi il y avait énormément de BD et évidemment. Yes, est-ce qu'il y en a un qui va parler de bande dessinée? Il y en avait vraiment partout et il y avait les BD classiques. Ouais, et puis il y Tintin, avait Astérix, le dernier étage de l'étagère, les BD interdites. Évidemment, j'ai BD de grimpé papa. là dès que j'ai pu et j'ai trouvé Manara et Manara. Ah, d'accord. et ça a été un peu le choc à la fois terrifiant et en même temps fascinant. Ouais. C'était interdit, mais c'était trop beau, mais en même temps c'était clairement pas de mon âge et je le savais. Ouais. Donc voilà. Et après je fouillais dans les vieux métal hurlants pour trouver les pages un peu coquinous. Enfin, il y avait tout un truc de BD autorisée, BD interdite qui du coup était hyper engageant, quoi. Ouais. Du coup, si je dois choisir un qui m'a un peu choqué jeune, c'était Manara. En bien, en mal, je sais pas. J'ai fait un peu des cauchemars quand même, j'ai lu des trucs bizarres. Mais on le retrouve dans ton travail, ce côté un petit peu sensuel et en même temps un petit peu malaisant. Il y a un petit peu des deux dedans. Voilà, c'est ma thérapie. Ouais. Voilà. Et ton papa, quand il a découvert que tu avais découvert ces bandes dessinées, Alors je me suis confessée un jour, j'ai été voir ma mère et je lui ai dit j'ai lu tous les Manara et j'ai lu les Réserves et je suis désolée. Elle m'a dit ne le dis pas à l'école. c'est fait. Et puis après elle m'a dit que c'était que des images et que c'était pas grave donc. Ouais, c'est pas la réalité. Après ils les ont quand même bougé de place. Donc. Bon. Ouais. Une fois, mais pas deux, quoi. Une fois que c'était fait. Vos parents, ils vous ont soutenu, ils vous ont encouragé à aller vers cette voie-là, même s'ils faisaient déjà partie de ce monde artistique. Comment ils vivaient ça en fait, votre... Oui, moi ils ont soutenu et de toute manière, je pense qu'ils avaient bien vu que c'était la seule chose vers laquelle je pouvais m'orienter.
clairement, j'ai passé mon temps à l'école à me faire un petit peu taper sur les doigts parce que j'étais en train de gribouiller en fond de classe tout le temps. Ouais. Et en fait, c'était le seul moment où je prenais du plaisir. Et le truc, c'est que je pense que même encore aujourd'hui, tout passe par ça. Si je prends pas de plaisir dans ce que je fais, je le fais pas, ou le contre-cœur ne marche pas. Ouais. Donc je pense que dans tous les cas, pour toute personne, n'importe quel enfant, le côté forcé, ça va à l'encontre de, voilà, c'est impossible. On peut pas, ça ne marche pas. Ouais. Tu travailles des heures et des heures par jour et tu peux pas te dire que tu vas te forcer à faire ce que tu fais en plus. C'est ça. Ça va se voir dans ton travail. Ça se ressent forcément, on peut pas le cacher. Ouais. Et est-ce que vous avez du plaisir du temps de vos études? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des métiers très niches, tatouage, peintre en lettres, illustratrice, mais on a fait tous un peu ce parcours un petit peu classique en études. Est-ce qu'il y a eu un moment donné pendant ces études où vous avez eu un déclic, un truc que ça vous a trop fait kiffer, ou au contraire, les souvenirs d'études, vous êtes content, ils sont derrière, quoi? Quand tu dis études, c'est vraiment études artistiques. Ouais, pardon, bien sûr. Ouais. Bah moi dès le départ en vérité. Passer du lycée en école d'art, c'était une toute autre ambiance. Les professeurs, tout le monde se tutoyait. Il y avait tout le monde créait, dessinait, etc. Tu voulais téléphoner, tu prenais ton portable, tu sortais de classe. Enfin, il y avait un gap en fait entre le lycée d'études classiques générales et d'études artistiques, où tout de suite je me suis senti, j'étais très à l'aise au lycée. Enfin, j'ai pas eu de problème, etc. Mais l'école d'art, c'était un autre monde et c'était vraiment genre c'est super plaisant d'y aller. Il y avait pas de j'ai tel cours, ça m'embête et tout. Genre non, je vais retrouver mes copains, on va dessiner, on va faire des trucs, ça va être trop cool. Et du coup, c'est pour ça que j'ai continué plusieurs années et que j'ai fait 3 écoles différentes et à peu près les 3 à chaque fois c'était génial. Donc ça m'a juste persuadé j'étais plus en plus sûr que c'était là où j'étais plutôt bien et que si je voulais faire que mon travail allait me prendre genre 3/4 de ma vie, bah ça serait bien que ça soit ça. Ouais. Hors du dessin, un truc qui me fait plaisir tous les jours. À peu près. On revient au plaisir toujours, quoi. Ouais. Et c'est la base. Et voilà, mais grave la base. Si on n'a pas de plaisir, vos études, enfin les souvenirs d'études, ouais. Moi, j'ai eu un peu de mal à trouver. J'ai fait les Arts Déco de Paris. Ouais. J'ai eu un poil du mal à trouver ma place parce que je savais vraiment que je voulais faire de la bande dessinée. Or, à ce moment-là, quand j'y étais, c'était pas incroyablement la mode. C'était pas fou. Puis c'est pas un vrai métier, la bande dessinée, faut pas oublier. Voilà, bah oui, on fait des Mickey. On fait des Mickey. Ouais, les Mickey, classique. Non, mais du coup, j'ai fait d'abord la section images imprimées, donc illustration, ça marche. Enfin, c'était pas mon truc. Je suis passée en animation, c'était toujours pas exactement ça. Et en fait, je suis partie en échange aux États-Unis. Ouais. Et là, j'ai pu prendre un cours de comics. Et là, ça a été vraiment la révélation. Là, je me suis il a fallu passer par les États-Unis. Bah, en fait, là-bas, il y avait vraiment un respect de la bande dessinée. Le prof invitait des intervenants toutes les semaines. On analysait des BD, on analysait des cases de BD. Enfin, c'était vraiment voilà. Et toutes les semaines, on allait acheter des BD indépendantes dans les magasins. On en discutait. Enfin, voilà, c'était ma révélation. Et le cours entier, c'était faire une BD en un semestre de au moins 30 pages du début à la fin. Donc c'était peu de temps, c'était très intense, mais c'était génial. Moi, ça a transformé j'en étais au stade où je me demandais si j'allais pas juste arrêter les études d'art et ça m'a relancé complètement. C'est surprenant qu'il y avait un plus grand respect pour la BD aux US, alors qu'en Europe, on a plus l'impression. La BD franco-belge, elle est quand même oui, c'est un peu historique. Tout cet héritage Mais non. Bah, on était un peu coincés entre ce moment où on dit alors la BD franco-belge c'est ringard et les comics c'est vulgaire. Et bon, il y avait la BD indépendante, mais on avait l'impression que ça restait un peu réservé à une élite. C'était des choses un peu intellectuelles, un peu du noir et blanc, un peu des récits intimistes. Et moi, j'avais envie de faire de la grosse BD qui tâche avec des gens tout nus. C'est ça. Et voilà, c'était pas encore tout à fait. En tout cas, pas dans mon école. Manara et ton enfance. Encore une fois, bah oui. C'est bien les gens tout nus en BD. Ouais. J'imagine que Maud, t'as pas fait des études de tatouage, donc du coup, pour toi. Non, alors j'ai fait 2 bouts d'école d'art. J'ai commencé par l'école d'art à Troyes qui m'a permis de rencontrer Nico, Jean-Mi. Ok, ah oui, bah oui, des gens spéciaux, voilà. Ouais. Et ce qui nous a permis de former ensuite un collectif. Ouais. Donc j'ai d'abord fait un bout d'école, une année de prépa, qui t'emmène ensuite sur 2 possibilités, la communication ou le design. Bon, j'étais tellement nul en maths que clairement le design c'était pas possible, c'était pas pour moi. Donc j'ai pris la com. Et le gros défaut, c'est que j'étais tout le temps hors sujet. J'arrivais pas à suivre vraiment. C'est génial que t'en parles comme d'un défaut.
Oui, mais c'est un défaut qui m'a servi ensuite. Du coup. D'accord. Donc j'étais toujours hors sujet. À un moment donné, je me suis dit, bon, ça marche pas. Donc j'ai quitté cette école. Mes parents là m'ont dit, bon, il faut quand même que tu retournes dans une école. C'est-à-dire que moi je voulais peindre, je voulais tout de suite arrêter l'école et me lancer. Là, ils me dit, bon, calme-toi, on va refaire une école. Donc je suis monté à Paris. J'ai repris une école. Je reprends donc la communication. 3 mois. Ok, ah ouais. Peut-être 4. Et rebelote, je dis non mais moi je veux peindre, donc au final j'étais plus en train d'aller peindre que d'aller en cours. Ouais. Donc à un moment donné, j'ai vraiment quitté l'école et je suis redescendu à Troyes. Et c'est là qu'on a créé le collectif. Ok. On s'est réunis et après on a fait 6 ou 7 ans de peinture, expo. Oui, intensif. Voilà. Et donc l'école, là où ça m'a servi, c'était pour rencontrer d'autres artistes. Ouais, c'est super. On commence à se faire son premier entourage parce que quand on sort de l'école, les autres étudiants avec qui on est, eux, ils vont devenir directeurs artistiques, ils vont devenir artistes, etc. Et en fait, ça fait ces connexions-là qui sont super pour démarrer, quoi. Et c'est dans le cadre du collectif que tu as été un peu plus sensibilisé au tatouage ou c'est complètement indépendamment de Alors, ça? Pas vraiment parce que nous on était vraiment plus axé peinture, mais après on était quand même nombreux, donc on avait justement quelqu'un qui était plus discipline lettres, d'autres plus illustration. Enfin voilà, on était tout ça c'est complémentaire. On travaillait sous une seule identité, donc le but était vraiment de peindre 8 personnes sur une pièce sans qu'on sache qui l'a fait. Ouais. Le but c'était le collectif genre se spécial. confondre dans le collectif. Le but c'était la peinture et non pas la personne. C'était vraiment ça. Après, avec les années avançant, je pense que chacun a pris aussi un petit peu des directions artistiques un petit peu différentes. Donc après, on exposait du commun et des pièces un petit peu plus individuelles aussi, parce que chacun commençait à pointer dans des directions un peu différentes. Et moi, c'est là que j'ai commencé à intégrer un petit peu plus le tatouage dans mes dessins. Ok. Et c'est arrivé un petit peu, le virage est parti comme ça. Ouais. Et puis après, Tintin. Enfin. Tintin. J'ai fait mon apprentissage, donc je suis Tintin, allé reporter, grande figure du tatouage. Oui, légende française. Ouais, c'est ça, du tatouage. Donc je suis allé frapper sa porte. Donc au début, on n'y va pas comme ça. J'ai fait quelques autres boutiques, j'avais un peu pris la température et je suis allé chez lui. Donc évidemment, ça s'est pas fait tout de suite. Je suis venu présenter un book, revenu à plusieurs reprises parce qu'il faut que ça colle avec l'équipe. Il y a tout un système autour. Ouais, on rentre dans un univers différent. Et j'ai vraiment fait un reset par rapport à ce que je faisais en peinture avant. Avant, j'étais très couleur, cartoon, je faisais des super saucisses, des trucs rien à voir, des trucs assez comme on peut voir un peu vraiment. ici. J'étais vraiment truc. Si vous connaissez pas Super Saucisse, allez sur Bob internet. l'éponge. Ouais, c'est pas trop Bob l'éponge que tu fais aujourd'hui. Moi, je suis fan de Bob l'éponge, attention. L'un n'empêche pas l'autre. Mais du coup, voilà, après j'ai vraiment fait un reset pour réapprendre un nouveau métier. Donc j'ai tout effacé, tout réappris et changer d'univers aussi au passage. Ok, d'accord. Vous avez un truc aussi en commun, donc vous deux, vous êtes partis à l'étranger. Tu disais, tu as été à Chicago pour faire ton étude avec le National Institute of Arts. La School of the Arts School of the Institute. Voilà, c'est ça. Et toi, Vincent, tu as été en Angleterre et aussi en Australie pour travailler avec des peintres en lettres. En quoi est-ce que ces voyages ont été marquants dans votre parcours? A priori, j'ai l'impression que ça a été assez décisif dans votre vie. Pour moi, ça a vraiment été le déclic par rapport à la peinture en lettres que je connaissais pendant mes études, mais c'était pas forcément ce que je voulais faire dès le début que j'ai commencé mes études. C'était juste à la fin, je voulais continuer à faire des stages et je me suis retrouvé j'adorais le lettrage. Je connaissais la peinture en lettres, j'ai envoyé plein de lettres. Et le mec qui m'a répondu en premier était un peintre en lettres de Londres. Et du coup, je suis allé travailler là-bas. Puis, je suis allé en Australie parce qu'un autre m'a répondu. Et une fois là-bas, j'ai fait plusieurs ateliers. Et en fait, ça a été décisif dans le fait de partir seul et de pas trop savoir où est-ce que j'allais, quand est-ce que je rentrais, etc. Et de faire confiance aux gens. Et du coup, en faisant confiance aux gens, je pense qu'inconsciemment, je me faisais un peu confiance à moi-même en me disant... allez, quand ça sera fini, tu te mets à ton compte et puis tu le fais. Et si eux, ils y arrivent, il y a pas de raison que toi, tu y arrives pas. Et puis ça m'a ouvert plein de portes et ça m'a ouvert aussi l'esprit pas mal d'être ouvert aux autres, d'aller rencontrer des gens, de faire des choses comme ce qu'on a fait ce week-end et ça a été, je pense, décisif dans ce sens-là, dans le sens de parce que j'étais plus timide quand j'étais plus jeune. D'accord. Et du coup de dire oui plus facilement et puis de toute façon il va pas m'arriver grand-chose. Faut arrêter de se monter des histoires et puis et partir et faire des choses et puis maintenant, j'essaye de voyager autant que je peux quand je le peux. Et ouais, c'était marquant dans ce domaine-là. Et puis, les rencontres que j'ai faites, parce que pour le coup, j'ai travaillé avec des peintres en lettres
plutôt exceptionnels parce qu'ils sont enfin vraiment super gentils, super talentueux. Ils m'ont transmis tout leur savoir et c'était juste une expérience de dingue. Et j'ai fait ça pendant 8 mois. Et c'était un condensé d'apprentissage terrible qui m'a permis de rentrer et de me mettre à mon compte directement. Donc c'est un très 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 bon souvenir, un des plus beaux souvenirs que j'ai à l'heure actuelle pour le coup. Ouais. Ah, vraiment. Et toi, Émilie, je t'en ai déjà un petit peu parlé, mais les États-Unis cette année. Bah oui, comme je disais, j'ai eu des cours qui correspondaient vraiment à ce que je voulais, mais surtout comme Vincent, c'était le fait de juste partir un peu à l'aventure. Moi, j'avais 21 ans, parce que j'ai eu le droit de boire, donc 21 ans, et je vivais chez mes parents. J'avais jamais vraiment fait l'aventure comme ça, et là, je suis partie. J'avais juste un numéro de téléphone de quelqu'un qui connaissait quelqu'un pour m'accueillir sur place. C'était un peu on va voir. Et oui, personnellement, ça a été une transformation parce que personne me connaissait. C'était un autre pays, je pouvais faire ce que je voulais. Donc je dirais pas que j'ai changé de personnalité, mais j'ai expérimenté des choses que j'avais toujours. Voilà, je me suis acheté des talons de 12 cm. J'ai fait la fête. Enfin. Voilà, ce que je faisais pas en France parce que j'étais un peu coincée et du coup ça m'a décoincée dans tous les sens du terme, artistiquement et même personnellement, parce qu'il y avait quelque chose de je suis jeune, je suis à l'autre bout du monde, je peux faire ce que je veux parce que personne va me juger, puisque au pire je rentre en France. Voilà, c'est ça. Donc du coup ça a été vraiment et je suis retournée à l'école et pour terminer mes études après 1 an, et je me suis dit au pire, si je m'entends pas avec cette école, tant pis, je fais mon diplôme, et je sais qu'au moins il y a des choses qui m'attendent, il y a des choses qui vont être bien après, on s'en fiche. Ouais. J'avais un peu trouvé mon truc. Bon, après ça se développe avec le temps, mais je me sentais un peu validée, c'était important. Et tu touches un truc intéressant, parce qu'il y a une théorie créative qui veut que si on s'éloigne en fait de chez soi, qu'on part ailleurs, enfin, on finit par se trouver. Tu vois l'idée? Tu l'as dit beaucoup plus. Parce qu'on on s'éloigne de ses racines, et en fait, quand on est expatrié, quand on va vraiment loin, les racines en fait elles reviennent, et ça devient logique. Il y a l'espèce d'alignement en fait qui pop. Et puis en vérité, dans les métiers qu'on fait de créatifs, je trouve ça super intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs de toute manière. Enfin, je vois, j'ai des amis qui ont fait les mêmes écoles que moi, mais qui ont fait tout leur cursus dans la même école. Ils travaillent, c'est très bien, mais parfois on sent qu'il manque un petit quelque chose. Et le fait que ça soit partir loin ou même partir dans d'autres villes, même en France, d'essayer d'aller voir ce qui se fait ailleurs, c'est assez important, je trouve, pour essayer d'être frais dans ce que tu fais, etc. Donc c'est des métiers de rencontre. Donc dans tous les cas, t'as besoin des autres pour avancer. Et c'est vrai que c'est en bougeant que t'apprends prendre du recul sur ton travail et tout. Et des façons de travailler complètement différentes. Je sais qu'aux Arts Déco, on réfléchissait longtemps et beaucoup, on pensait beaucoup avant de faire quelque chose. Et aux États-Unis, c'était mais fais des trucs, tu verras. Fais-le, vas-y, agite. Just do it, vraiment. Ouais. Et, je pense que je sais pas s'il y a une bonne approche mais en tout cas pour moi ça marchait beaucoup mieux de faire et de réfléchir pendant, plutôt que de réfléchir des semaines avant et de me dire est-ce que j'ai raison, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est un bon concept. On le fait. Au pire, c'est quoi? Du temps. Est-ce que c'est européen, ça, aux Français, de trop tout intellectualiser? Peut-être que les anglophones, ils ont une approche beaucoup plus hands-on, comme on dit. En tout cas, le fais-le, ça va bien avec les États-Unis. Mais la façon de penser plutôt anglo-saxonne. On le fait, on verra après. Et puis, Maud, toi, le tatouage, c'est obligé, c'est pas dans la tête, c'est sur le corps, quoi. C'est immédiat. C'est sûr. Bon, avant, c'est un petit peu sur papier quand même. Hein. Oui, c'est vrai, pardon. Faut bien réfléchir un peu avant. Voilà, c'est déjà, il y a un travail en amont déjà avant de se lancer sur la peau des gens en général quand même. Un tatouage improvisé sur la peau, t'as déjà fait? Ça arrive, mais j'ai toujours une base quand même une direction à aborder. J'ai des gens qui arrivent comme ça des fois en carte blanche. Et c'est moi qui les recadre en disant oui, carte blanche, mais attention, c'est toi qui vas le porter toute ta vie. Donc est-ce que t'as une tension au premier ancrage en fait? Est-ce que tu sens une tension, ou est-ce que ça plus maintenant. La tension, c'est pour la personne qui est sous les aiguilles en général. Le petit moment de premier tatouage, c'est surtout pour les personnes qui ont le premier. Après non, plus maintenant. La tension, non, c'est un plaisir. Donc dans tous les cas, je sais où je vais. J'y vais toujours avec plaisir, donc il n'y a pas de souci. Et on parlait des études, donc après vous avez voyagé et puis vous êtes mis à votre compte. Je sais que tous les deux, vous avez, c'est drôle, mais vous êtes mis à votre compte en 2016, toi à Bordeaux et toi à Paris. Ça fait quoi de se lancer comme ça
en indé après avoir appris auprès des grands maîtres, toi auprès de Tintin et de tous tes pairs, P-A-I-R-S. Ça fait quoi de se lancer comme ça dans le grand bain Bah, on se demande si on va y arriver, déjà, vraiment dans un premier temps. Si surtout, moi j'arrivais à Paris, j'avais jamais fait d'études ou quoi à Paris, donc j'avais un réseau tout petit. Et donc bah on démarche, et puis bah ça prend du temps. J'avais la chance que mes parents continuent à m'aider un peu pour mon loyer les quelques mois où je suis arrivé, ce qui était assez agréable parce que j'avais pas besoin de faire un autre taf Oui, ça peut en aider, attendant vraiment de vivre de ce que je faisais. Et un jour, bah il y a eu le gros contrat qui a fait que bah j'étais plus serein financièrement et mes parents sont partis à la retraite, ils m'ont dit maintenant tu te débrouilles. C'est beau. Et puis bah tu continues. Au début tu prends tous les tafs qui viennent et puis au fur et à mesure tu sélectionnes et puis ça devient plutôt un plaisir de se dire c'est cool, je fais quand même ce que j'ai envie pour vivre et ce qui me plaît donc et je gère mon emploi du temps et j'ai personne au-dessus de moi pour me dire bon, ça. lève-toi ou enfin après faut savoir se gérer mais c'est un plaisir de pas avoir de patron, C'était quoi le boulot qui t'a rendu serein? Qui m'a rendu serein. Le premier, c'était pour une épicerie sous le Palais des Congrès, une grande épicerie fine, où j'ai fait une 50aine de panneaux pour toute la signalétique intérieure, de la création à l'installation. Donc c'était assez gros. 3 semaines de travail à peu près, juste pour la peinture, plus tout ce qu'il y avait en amont. Et une fois que ça s'était fait et installé, j'étais plus certain de mes capacités de travail aussi. Ouais. Et puis bah financièrement, ça m'a un petit peu soulagé. Et puis après, bah c'était lancé, ça m'a fait une bonne visibilité. J'ai eu d'autres clients, puis d'autres clients, puis d'autres clients, et puis voilà. Après, mais t'as des outils spécifiques qui sont particuliers, c'est-à-dire que la peinture elle est assez élastique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis tu travailles aussi à la feuille d'or, feuille d'argent. Ouais, voilà, des spécificités qui font que ça ne marche qu'à la peinture. Les feuilles d'or, on n'a pas encore d'équivalent en autocollant. Donc ça c'est bien. Si quelqu'un veut quelque chose comme ça, bah c'est ça ou c'est pas ça. Mais on peut pas me proposer une solution cheap, vraiment cheap, pour avoir le même rendu. Là, c'est impossible. Tu fais du durable. Hein. Du durable, ouais, exactement. Bah c'est un peu l'idée. Ça va être durable et ça va bien vieillir. Enfin, ça va vieillir de façon assez jolie et esthétique. Et puis c'est solide. Et par exemple, si c'est des murs ou des choses comme ça, on va pas poser un autocollant sur un mur en béton ou on va faire de la peinture. Donc il y a des trucs où on m'appelle parce qu'ils ont pas trop d'autres solutions. Donc ça c'est assez sympa. Et ouais, les outils sont un peu spécifiques, des pinceaux avec des grands poils, des peintures plutôt élastiques et émaillées, donc très solides et très très pigmentées. Donc et puis c'est assez plaisant à utiliser. Puis, je dis pour nos auditeurs et nos auditrices, vous avez l'occasion d'aller voir sur le site Instagram de Vincent. En fait, on voit ta technique avec la petite perche en fait pour pas poser la main, pour stabiliser. C'est pas tant pour pas poser la main sur la peinture. Stabilisation. C'est surtout pour avoir le bras stabilisé, parce que je vous invite à essayer de vous mettre le bras en l'air et de tirer une ligne droite ou de faire quelque chose d'assez droit sans trembler du tout. Pendant des heures. Voilà, un trait ça va, pendant 6 heures d'affilée ça devient un peu long. Et donc le bâton, c'est en fait une canne de peintre, hein. C'est pas c'est spécifique aux peintres en lettres, mais les peintres de la Renaissance qui faisaient des toiles d'huile très très grandes, l'utilisaient eux pour pas trembler et pas mettre la main sur l'huile qui était pas sèche. Donc c'est des choses qui existent depuis longtemps, juste que le grand public connaît pas trop, mais c'est pas juste spécifique à la peinture en lettres. Et toi, Maud, pourquoi t'as voulu te mettre à ton compte? Pourquoi pas rester dans un salon avec d'autres Alors, déjà au bout de 10 ans de Paris, il y avait cette envie peut-être un petit peu de prendre l'air. C'est clair. Et envie aussi de me lancer à mon compte. Bon, sachant qu'au début, tu te dis, allez, on y va, on se lance. Et puis au moment où tu te lances, tu te dis, va falloir assurer maintenant les papiers, une entreprise, les statuts, beaucoup de choses c'est pas très moins sexy. rigolotes. Et au final, avec mon chéri avec qui je travaille, on a choisi, déjà, il a fallu choisir la bonne ville. Ouais. Parce qu'il fallait que j'assure que ma clientèle puisse atteindre cette ville assez facilement, donc un aéroport, des trains, et ça a été Bordeaux, qui est une très chouette ville au passage. Et au final, j'ai trouvé le local assez facilement. Et après, il a fallu trouver un appartement. Enfin voilà, c'est tout ce qui va avec. Donc création d'entreprise, ça veut dire aussi d'un seul coup, t'as plus rien derrière. Ouais. Donc trouver des gens qui acceptent de te louer ensuite des appartements pour pouvoir vivre de ta passion, mais ça peut faire un peu flipper les gens, faut se dire. Sûr. Tatoueuse, ok, d'accord. Voilà, tatoueuse en plus. Donc j'avais fait un petit dossier de presse, j'avais quand même appuyé le truc. Faut faire montrer patte blanche. Histoire de dire voilà, sérieuse. normalement ça devrait marcher. Ouais. Et après il y a un petit peu la peur de se dire bon, est-ce que les gens vont suivre? Parce que quand j'étais sur Paris, j'avais vraiment déjà beaucoup de clients, mais est-ce que ils te disent toujours oui,
on va venir. Est-ce que ça va être le cas? Et au c'est final, clair. oui, ça a été le cas, heureusement. Et après, c'est parti sur des rails. Les gens se déplacent de loin pour venir dans votre J'avais atelier. une brésilienne la semaine dernière qui est venue 2 jours de suite. Bon, Donc bah oui, voilà. les gens bougent. Oui. De plus en plus, ils sont à la recherche plus d'un artiste tatoueur plus que du petit tatouage à réaliser. Quand on va te sortir sur ton téléphone, tiens, j'ai vu ça sur internet. Ouais, je on veux vient plus vraiment ça. pour une On n'est œuvre, pas- enfin, on vient une œuvre chercher d'art, tu dirais. C'est ça. Ouais. On vient vraiment, voilà, posséder une pièce d'artiste. Et c'est ça qui change la démarche aussi. Ouais, complètement. Ouais. Parce que Bah, d'où aussi la popularité des tatous flash en fait, parce que on vient chercher finalement le travail de oui, la l'artiste. spécificité, ouais. Parce que toi, t'es connu internationalement. On peut dire ça comme ça, hein? Oui. Oui. Et comment t'as construit ta réputation à l'international? Alors déjà, j'ai démarré dans un shop qui était déjà mondialement connu en étant chez Tintin. Forcément, hein, ça t'aide à avoir un petit peu plus d'accessibilité. Ouais. Ça m'a permis aussi d'accéder tout de suite aux très grandes conventions, de rencontrer beaucoup de grands noms du tatouage. Ah oui, c'est important dans le monde du tatou, les conventions, les festivals. Oui, c'est un petit peu notre On publicité. voit tout le monde, quoi, ouais. C'est la Mecque. C'est l'ancêtre d'Instagram, vous Ouais. savez. C'est ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça, donc il fallait aller montrer son travail. Et c'est sur ces événements-là qu'on rencontre justement toutes les pointures et qu'on peut échanger sur les techniques. Et c'est aussi comme ça qu'on progresse. Et donc j'ai accédé déjà à tout ça assez rapidement en travaillant chez lui. Ouais. Et après, j'ai beaucoup travaillé, ça c'est sûr, et amené la gravure dans le tatouage, chose qu'on voyait pas vraiment à l'époque. Ouais. Et du coup, travailler sur des très grandes pièces. Parce que le but avec la gravure, pour que ça vieillisse bien dans le temps, hein, n'est-ce pas, t'as les trucs avec les feuilles d'or, on est un peu sur les mêmes techniques, c'est que la peau vieillit, contrairement enfin, même si le papier vieillit, hein, mais la peau en vieillissant, les lignes fusent toujours un petit peu, donc il faut prévoir tout ça. C'est-à-dire qu'on peut pas juste avoir un dessin sur papier et l'appliquer sur la peau. C'est ça que je disais tout à l'heure, de réapprendre ton métier. Alors, De c'est zéro. une autre discipline, en fait. Ouais. Quand tu ancres sur le long terme dans C'est l'esprit. ça, le but est pas d'avoir une jolie photo sur le moment où on a un tatouage très mignon, très petit, très détaillé, qui dans 5 ans sera une tache parce que ta peau vieillit et que l'encre va baver avec. Il faut accepter le fait qu'on vieillit avec son tatouage, mais pour ça, il faut aussi accepter de le faire à la bonne dimension Ouais. pour qu'il vieillisse C'est bien pour ça et que qu'il toi, reste tu fais des solide, en grandes fait. pièces. Donc plus il y a de détails, plus il faut travailler il faut grand. que ça soit Donc, grand, moi, ouais. j'ai Ok. du coup avec la gravure et tous ces croisés de lignes, un peu imposé des grandes pièces. Et je pense que c'est là-dessus que je me suis fait un peu connaître sur des dos complets, tout en gravure, où au final après les gens venaient vraiment me voir pour ça. Ouais, dans les récentes là, il y a la Gorgone, elle est juste hallucinante. C'est une grosse tête. Grosse tête, ouais. Beaucoup de serpents. Beaucoup d'écailles, beaucoup de perles, beaucoup de. Mais voilà, pour avoir Dans la une belle réputation. tête qui vieillisse bien dans le temps, Ouais. grande taille. Ouais. Allô, ici le Patate Club. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Cabaroc ou simplement Cabaroc sous ma casquette de designer graphique. Figurez-vous que je fais partie du Patate Club. Le Patate Club, ce n'est pas un club réunissant des patates, mais c'est ainsi que s'appelle la joyeuse communauté créative qui soutient le podcast Sens Créatif. On nous trouve sur un Discord, et c'est un groupe que j'aime beaucoup car il m'aide à m'épanouir en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne, car la création, c'est aussi très personnel, n'est-ce pas? Formation, conseils, discussions passionnantes ou inspirantes, que l'on soit débutant ou inspiré, vous y trouverez votre bonheur. Si vous aimez Sens Créatif, rejoignez le club. Pour vous abonner, rendez-vous sur patreon.com. C'est à partir de 5 € par mois. Vous pouvez aussi en savoir plus sur le site du Patate Club. On vous a mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Alors salut, et maintenant, retour à l'épisode. Et toi, Émilie, je sais qu'en sortant de l'école, quand tu as commencé professionnellement, tu as fait plein de choses. Illustratrice, animatrice. Oui, moi j'ai pris tous les chemins détournés, j'ai fait n'importe quoi. Tu peux nous raconter pourquoi? En fait, directement en sortant de l'école, j'ai travaillé dans une pizzeria. Non. Ouais, c'est la classe. Okay. Après, j'écrivais les menus quand même, hein, donc ouais, j'étais un peu peintre en lettres. Typographiais. Non, du tout. Je servais surtout des pizzas. Mais en fait, j'avais besoin de prendre le temps un peu de savoir, ce que je voulais faire. En fait, quand on débute et qu'on sort d'une école d'art, on est bizarrement beaucoup sollicité par des amis d'amis pour faire des logos, évidemment, des trucs comme ça. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, c'était pas un truc qui me plaisait. Donc, il y avait une lutte entre
mais j'ai pas envie de faire des logos, mais j'ai quand même envie de gagner de l'argent. Évidemment. Du coup, je me suis dit, je vais bosser dans un resto, comme ça, je vais pouvoir gagner de l'argent et ne pas faire de Tu logos. fais pas de compromis, quoi. Oh, après, tout le monde en fait, hein. J'en ai fait des tonnes, j'ai Ouais. fait des trucs vraiment bizarres, mais, Ouais. graphiquement. Ouais. Mais, C'est quoi un truc bizarre graphiquement? j'ai fait des plans de coupe de maisons de retraite illustrées pour des résidences seniors. Ah oui. Ok. Et du coup, donc je faisais ça, mais forcément j'étais pas très épanouie. Et j'ai une amie qui m'a proposé de faire un peu de déco avec elle, d'aider à décharger les camions pendant les tournages et des choses comme ça. Ok. Du coup, j'ai dit oui, bien sûr, ça a l'air marrant. C'était pas très marrant, mais par contre, ça m'a appris à, voilà, j'ai fini par être accessoiriste au fur et à mesure, parce que voilà, faire un peu plus de déco. J'ai trouvé un peu une niche où j'ai fini par faire de l'infographie pour le cinéma. Donc je faisais des fausses couvertures de bouquins, des faux posters, des choses pour les films. Pour les films. Donc ça c'était un peu plus marrant et en fait Ça se rapproche un peu de Vincent qui fait parfois, ouais. Alors moi c'est beaucoup plus numérique, hein, c'est moins. Oui, d'accord. C'est ouais, moins c'est élégant. Les graphistes avec qui je travaille sur les films le font aussi en numérique parfois. Et beaucoup en analogique, mais je vois ce que tu faisais à peu près. Ouais, bah oui, des fausses unes de journaux. Ouais. Donc c'était assez marrant et oui, et pendant ce temps-là, je faisais un peu d'animation à côté. Si on me proposait, je disais oui, bien sûr, je sais tout à fait le faire. Et puis j'apprenais After Effects en panique pendant 2 semaines pour pouvoir le faire. Donc je pense qu'il y a eu une petite période où tout ce qui passait, je tentais et puis j'apprenais à savoir ce que j'aimais bien. Je disais oui à la vie. Exactement, je chante la vie. C'est ça, pas de je bonne ou danse de la mauvaise vie. situation. Ouais. Mais par contre, Comment t'as trouvé ton chemin au fur et à mesure du coup? ça a été un peu long et c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'est un peu décourageant de savoir ce qu'on aimerait vraiment faire, mais de jamais être contacté pour ça. Ouais. Et puis c'est juste un peu récemment là que je commence à être appelée pour ce que je fais, donc c'est Trop bien. Mais du coup j'ai commencé à être coloriste pour la bande dessinée parce que c'était des gens que je connaissais qui ont dit mais tu fais de la couleur, tu veux pas faire mon dossier de BD? Puis le dossier a été accepté par la maison d'édition, donc ils m'ont dit fais la BD. Couleur. Ouais. Puis la maison d'édition m'a rappelé pour faire une autre couleur de BD et puis ensuite ils m'ont rappelé pour faire donc j'ai signé. J'ai pas trop le droit d'en parler, j'ai demandé mais j'ai pas trop le droit. Ok, d'accord. Mais en tout cas j'ai signé pour faire ma première BD, donc enfin. Qui sortira un jour peut-être. Non, qui sortira dans 1 an. Ah ok. Ah c'est marqué sur le contrat, donc j'ai pas le choix. Très bien. Mais voilà, donc Émilie, tu qualifierais comment ton univers si tu devais le définir? Généralement, je préfère que les autres temps, le définissent pour moi, mais honnêtement, je sais pas, un mi-chemin entre un peu de l'humour un peu grinçant, quelque chose comme ma réaction face à Manara, quoi. C'est quelque chose d'un petit peu sexy, mais avec un fond qui fait un peu flipper. Il y a un peu malaisant. C'est compliqué, c'est pas une question simple, hein. C'est pas très gentil. On avait dit pas de question piège. C'est pas une question piège, t'as un univers qui va justement dans l'étrange. Et on adore, donc du coup, il n'y a pas de vraiment. J'aime beaucoup. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que tu mets en comparaison, plutôt en vibration, l'étrange et finalement le réel. Et je crois que c'est là-dessus que t'aimes bien surfer sur cette petite ligne-là. Ouais, je pense que c'est un peu le principe on a tous un côté un peu dégueu, un peu bizarre. On a tous j'aime bien dessiner des personnages qui ont l'air un peu propres sur eux, qui sont bien coiffés avec des beaux cheveux qui brillent, mais ils ont un truc vraiment bizarre dans l'œil ou dans la bouche, et voilà, c'est ce mélange. C'est ce petit moment qui sépare le sommeil du réveil, tu vois ce que je veux dire. Et je veux dire, même, je suis assez fascinée par les filtres des réseaux sociaux qui transforment complètement les visages, et il y a ce truc où des fois les gens bougent un peu la tête et le filtre glisse, c'est chelou. Et on voit leur vraie tête, et voilà, il y a un truc de sursaut un peu ce qui me faisait rire quand les gens rentraient dans la pièce, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient c'est joli, bref, c'est chelou quand même, et le glissement de c'est mignon, c'est dégueu, la limite entre les deux, elle est assez plaisante, je trouve. Comment vous définiriez votre style, vous? C'est dur, cette question. Moi, je fais des lettres. Voilà. Tu fais des lettres, point barre. Oui, mais tu fais pas de. Tu fais pas de la comics sans nom. On peut dire que ton lettrage, il est empreint d'une certaine nostalgie. Alors la nostalgie, ça peut être péjoratif, mais ça peut être aussi, totalement. Comment parce que c'est un vieux métier à l'origine, donc il y a plein de techniques et il revit grâce à des artistes comme toi. C'est ça. Et il est empreint de toute cette tradition du début du siècle, etc., qui me plaît beaucoup.
Mais j'essaye parfois aussi de mettre un peu de moderne dedans, de twister, d'adapter sur même différents supports. Comme on a pu voir ici, par exemple. J'aime bien un peu essayer de tout mélanger et au fur et à mesure d'essayer de trouver mon style, si on peut dire. Mais j'aime encore un peu bien tout. Va falloir un peu plus. La tradition, c'est utile dans ton domaine, mais il faut avancer. Et la tradition autant dans l'iconographie que dans la manière de faire et mixer de l'ancien et du moderne. En tout cas, dans ce que je fais, c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Trouver la peinture en lettres pas comme un tout, mais comme un autre outil en fait pour faire du dessin, de lettrage, de choses comme ça. C'est un peu comme ça que je le verrais, si je devais expliquer. Complètement. Et toi, Maud? Alors, écoute, je vais peut-être reprendre des choses qu'on m'avait dit par rapport à mon travail. Oui, t'avais parlé de gravure. Hein. Parce que moi, je réponds aussi à une demande. Donc, au niveau du thème, ça va être assez large. Ouais. Ce que j'aime, c'est pas m'enfermer non plus, avoir une spécialité qui fasse que je reste dans un même thème. Donc, je vais être assez ouverte. Ouais. Donc, ça va passer par la mythologie, mais ça peut être beaucoup de choses différentes. Il y a des démons, voilà, ça va être assez large. Après, ça va être plutôt dans le ressenti. On va être peut-être plus sur quelque chose qui va mêler le côté de la force qu'on va avoir dans les personnages marqués, un trait un peu solide, et la finesse du trait qui va être sur quelque chose de plus, voilà, corde sensible, légèreté. Mais voilà, mixer un peu les deux. Ouais. Univers, je pense un peu comme toi où tu vas jouer sur le côté. C'est ce qui est intéressant. Voilà. Oh, c'est joli ces couleurs toutes c'est pastel, c'est mignon, et puis d'un coup il y a un truc un peu malaisant dans le regard qui fait que une perturbation. C'est pas si c'est pas si mignon que ça, en fait. ouais. Et je pense qu'on est un peu sur ce même rapport dans le travail. Ouais. Alors on papote là depuis tout à l'heure, mais peut-être que des personnes qui nous écoutent peuvent se demander, mais à quoi ressemble votre quotidien? Vous savez, il y a peut-être tatoueuse, peintre en lettres, illustratrice. On sait pas trop ce que c'est en fait comme type de métier. Est-ce que vous pourriez nous raconter un tout petit peu à quoi ressemble votre quotidien, une journée type Une journée type, c'est bien ça. Ouais, une journée type, ouais. Journée type, alors je pense que l'avantage c'est que nos journées se ressemblent pas forcément trop. C'est un peu l'avantage de ces métiers, c'est qu'on n'est pas des gens qui aiment trop la routine peut-être. Ouais. Donc bon, ça permet de se renouveler en continu. Après, il y a forcément une routine pour moi dans la répétition de la journée, même si le thème n'est jamais le même, c'est jamais le même support en dessous de mes mains, mais on va être sur beaucoup de dessins de base, du dessin le matin, préparation des projets, des recherches aussi beaucoup parce que je travaille avec pas mal de références de gravures très anciennes et j'aime bien mixer et aller fouiner, que ça soit dans la peinture, la sculpture, beaucoup de choses différentes. Donc, de la recherche, beaucoup de dessins. Et ensuite, l'après-midi, là, j'ai la personne qui passe sous les aiguilles. C'est ça. Ouais. Passe sur le grill. Une journée type, je dirais qu'il y en a pas déjà, mais sinon, ça va être, un peu comme Maud pour le début. Sur un projet, ça va être, designer ce que le client veut, dans le style qu'il le veut, et faire des propositions. Et si on raccourcit tout le temps d'un projet, la suite, ça va être aller le peindre chez un client, que ce soit une vitrine, une enseigne, à l'intérieur, à l'extérieur, un véhicule ou quoi que ce soit. C'est aller faire les réalisations chez le client, et voilà, ou alors faire du travail d'atelier. Ça se mixe un peu. Ouais. Je vais faire des vitres ou des panneaux directement dans mon atelier que j'irai livrer en fait après chez mon client. Donc il y a tout un travail de dessin et de proposition, un peu comme un graphiste au final. Ouais. Mais après, le travail de graphisme, il s'arrête et ça bascule plus dans un travail d'artisan où, oui, c'est où ça, là, je fais la réalisation. ce que vous ouais, faites, c'est ça. Vincent, t'as le regard de tes clients quand tu travailles parfois? J'ai quoi? Le regard, en fait, de tes clients quand tu ça travailles. arrive parfois qu'ils se mettent en dessous de mon échelle et qu'ils me regardent pendant longtemps ou derrière mon épaule. Maintenant, ça va, j'y fais plus trop attention, ça me dérange plus trop. Et même les passants, au final, parce que je travaille beaucoup dans la rue, et ça arrive souvent que les passants, ils ont la plupart du temps, c'est des bonnes réactions, donc c'est assez plaisant. Genre, ça fait plaisir de voir et tout, c'est pas commun. Mon grand-père, il faisait ça, ou mon mari qui est mort, des petites dames qui viennent me parler à Paris. Donc en vrai, ça fait toujours plaisir du coup d'avoir des compliments, peu importe que ce soit sur ce que je peins ou sur le métier ou quoi. Du coup, ça fait que la journée, elle est plus agréable et ouais, les gens sont assez sensibles à ça, donc c'est encore un plus de faire quelque chose qui en plus fait plaisir aux gens. Moi, ça me fait plaisir de le faire. Même si parfois c'est un peu douloureux quand on peint dans des mauvaises positions. Je pense que toi, Maud, c'est un peu pareil. Des fois, des tatouages, tu dois pas être super bien. Quelques petits soucis de main, poignet, dos. Voilà. T'es cassé pendant des heures.
Donc t'apprécies encore plus quand t'es vraiment à l'aise. Si par exemple tu peins dehors, il fait beau, t'es à hauteur, tu peins un truc qui te fait super plaisir parce que tu l'as dessiné, que t'es très content. Enfin, c'est un tout qui fait que c'est vachement agréable, quoi. Donc voilà. Et toi, Émilie? Moi, je travaille très toute seule, en fait. Ouais. Moi, j'interagis pas des masses. C'est le Ça me souci des illustrateurs, des illustratrices, des dessinateurs de BD. On est souvent, c'est le souci des illustrateurs, illustratrices, dessinateurs de BD, c'est qu'on est un petit peu dans notre coin. Bah après, j'ai pris une place dans un atelier partagé, justement. Voilà, c'est la solution. Quand j'ai besoin de voir des gens, je peux y aller. Mais sinon, oui, généralement, quand je fais de la couleur pour la BD, j'ai une discussion avec l'illustrateur pour savoir ce qu'il veut. Après, on se fait un point toutes les 45 pages. Du coup, je fais vraiment mon truc. Du coup, moi, mes journées, c'est un peu... je me lève quand je veux. À écouter des podcasts de true crime. Oui, voilà. Ou des let's play de jeux vidéo. Ouais. Mais, non, moi, j'ai du mal à avoir des horaires réguliers. Mais sans avoir d'horaire, est-ce que tu as quand même une certaine discipline personnelle que tu as développée, ou c'est YOLO tout le temps? Alors, j'ai pas vraiment de discipline. J'ai un style de vie personnel, mais en fait, je travaille assez bien la nuit et j'ai tendance à ne rien faire longtemps et ensuite travailler 28 heures d'affilée sans dormir. Donc ce n'est pas bien et je ne le recommande à personne, mais bon, malheureusement ça marche pour moi, donc voilà. Je le fais pas tout le temps et quand j'ai énormément de travail, j'arrive à avoir une discipline parce que j'ai pas le choix. La nuit est une coupure, hein, vraiment. C'est-à-dire ça te met dans un flow parce qu'il y a plus l'effet des réseaux, les tentations d'aller procrastiner. Ouais, il y a une forme d'auto-hypnose de la nuit blanche qui, voilà, on est un peu dans un tunnel de travail et moi c'est vrai que la journée c'est plus compliqué. Voilà, il y a des gens qui nous appellent, il y a on se dit je vais aller faire des courses, je vais faire voilà, la nuit, de toute façon, il y a rien d'autre. Et la nuit est longue, t'as le temps. T'as pas trop de distractions. Vous peignez, vous tatouez la nuit aussi ou... Alors non, moi j'aime beaucoup trop dormir, c'est impossible. Autant avant je peignais la nuit, effectivement j'adorais ça. Mais là maintenant non, tatouer la nuit... ça peut être un peu mystérieux. Mais c'est surtout que maintenant j'ai l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en général, le soir je vais réfléchir déjà un peu à mes projets, mais par contre tout va sortir le matin. Ouais. Moi, je prépare mes projets le matin même pour l'après-midi. Donc c'est pareil, les personnes arrivent, découvrent le projet en direct. Je les prépare jamais en amont. Donc c'est toujours un petit peu c'est la surprise, hein. Ouais. Donc il y a un rapport de confiance déjà. C'est-à-dire que les gens, quand ils prennent rendez-vous, je leur explique tout de suite, attention, il n'y aura pas de dessin, on va discuter du projet et ça va, je le prépare le matin même pour l'après-midi. Je marche pas plusieurs semaines en avance, j'arrive pas à réfléchir. Enfin, je sais très bien que si de toute manière je le fais quelques semaines avant, je vais tout changer le jour J. Donc ça, j'ai arrêté, ça perte de temps, perte d'énergie. T'as intégré ça à ton process. C'est ma manière de bosser. Maintenant, je bosse sur le fil et c'est comme ça que t'es en accord avec toi. Général. Peut-être, voilà, toi c'est la nuit, moi c'est la dernière minute, c'est un peu ça. Mais la dernière minute, voilà, ça a été réfléchi un peu en amont. Non, mais la dernière minute, ça génère comme beaucoup moi, de c'est ça. Je crois que t'as plus le choix et c'est là que ça sort. Il y a des choix inconscients que tu fais parce que il faut faire un choix. Moi, j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions. Du coup, si soudain on a 10 minutes pour choisir, on choisit. Et c'est là en général que t'as le truc qui sort vraiment. La nuit, c'est un peu la dernière minute aussi au final, parce que t'as attendu toute la journée. Enfin, pour le faire aussi, je le dis ça parce que je à l'intérieur. Après, c'est pas toujours serein. Hein. Moi, ça m'arrive d'avoir des journées où je dis, il faut que je m'y mette. Je m'y mets pas du tout. Je fais complètement autre chose. Je reclasse ma bibliothèque par ordre alphabétique. Je raccommode des chaussettes. Tu fais tout sauf l'essentiel de ce que tu dois faire. Et ensuite, à 23h, je suis là, allez, on s'y met, on est bien. Oui, puis je pense tout le monde est team dernière minute là en fait. Hein? Tout le monde est team dernière minute. Non, tu sais très bien que je suis pas dernière minute, même si en vrai, je me soigne et en vérité, je pense quand même que la dernière minute a une énergie assez viscérale, quoi. Mais de base, je suis plutôt un bon élève qui planifie. Mais je pense que c'est un tue l'énergie d'être trop près. Trop près, ouais, je sais pas. Je vous rejoins. On perd un truc si ça devient lisse si c'est trop préparé. Je pense que c'est comme une photo où tu poses. J'ai fait une couverture de livre en une soirée, une matinée. Je pense que j'ai travaillé 2 heures dessus grand max dernièrement. Je suis trop fier, quoi. Je suis genre, c'est moi ou c'est pas moi, ça. C'est trop cool, tu vois. Mais ouais. On parlait des bons côtés. On parlait aussi un petit peu justement. Tu parlais de procrastination, de tout faire sauf ce qu'il faut et tout. C'est quoi un peu les difficultés liées à vos métiers ou les challenges que vous rencontrez? Moi, je dirais que c'est les journées où ça veut pas.
Et il y a vraiment des journées, moi j'ai eu plusieurs journées d'affilée où tout ce que je faisais c'était mauvais, ou en tout cas on perçoit. Ouais. Et c'est super dur de se dire mais moi, il faut quand même que je travaille, mais j'en ai pas envie et puis ça marche pas. Et la légère inquiétude de est-ce que ça va revenir quand même? Est-ce qu'il y a un moment où je vais me dire ah bah c'est bon. Alors que bon après quand je travaille plus sur commande, je me dis bon c'est pas très grave si moi ça me convient pas tant que ça convient à mon client, mais quand je travaille juste pour moi et que pendant une semaine tout ce que je fais je trouve ça affreux, bah il y a une petite angoisse de se dire c'est sûr. Comment je me débloque, comment je m'y mets, est-ce que j'ai envie de m'y mettre, est-ce que voilà. Et dans ces cas-là, moi je me force pas et je fais autre chose. Mais bon c'est un peu voilà. Dans les défauts, si on peut dire, du coup, ce serait ou les moments, les inconvénients, les choses un peu difficiles. Ce que tu trouves compliqué dans ton métier. Les choses un peu compliquées, je dirais. Bah, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ce que je fais, c'est très visuel, très instagrammable, et on voit que les bons côtés, par exemple, sur les réseaux. Et ce qui va être un peu plus compliqué, ça va être tout ce qui est plus physique. Comme je disais tout à l'heure, peindre dans des positions inconfortables possibles. J'ai fait des plafonds il y a pas très longtemps, c'est terrible pour la nuque. Je ne le conseille pas du tout. Peindre allongé par terre sur le ventre parce que c'est des bas de vitre. Dehors quand il pleut, quand il neige, quand il gèle, monter des échafaudages, des choses comme ça. Oui, c'est physique, ouais. Donc ça ça peut être dur. Et je rejoins un peu Émilie pour des fois je trouve pas ce que je veux faire, ça me plaît pas. Et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant. Et puis juste essayer de revenir dessus et au final on trouve, mais des fois il y a des petites remises en question qui viennent et c'est pas très plaisant, mais ça fait partie du métier et puis ça permet de se renouveler aussi. Ça fait partie de la chose. Et puis savoir dire non, ça c'est un vrai truc aussi. Savoir dire non, punaise, dire non, c'est tellement parce que difficile. Quand on accepte tout, c'est compliqué et la fatigue et etc. Et on accumule. Mais c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est pas facile. C'est sûr. Toi, Maud, Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. De toute manière, on est, je pense, dans des métiers d'émotion. Ouais. Donc on accouche un petit peu tous les jours de nos dessins, tatouages, peintures, et ça prend quand même beaucoup d'énergie parce je pense qu'on donne beaucoup de notre personne à chaque dessin qui sort. C'est clair. Et effectivement, il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, où même nous on se trouve nuls, on se remet en question. Après, moi, pour revenir sur la question d'avant où on était sur une journée type, je pense que on est au-delà de la journée type. On est souvent à la soirée type, au week-end type. C'est-à-dire que c'est un métier qui n'est pas avec des horaires. Ouais. On vit notre métier, donc c'est tout le temps. C'est un mode de vie plus qu'un métier. C'est un mode de vie, donc même pour les proches, il faut quand même trouver des gens qui acceptent de subir ce mode de vie. Ton chéri, a priori. Par exemple, il a fallu quand même trouver quelqu'un qui aimait mon métier pour que ça puisse coller, parce que c'est des métiers qui prennent tellement de place. Ouais. C'est nous en fait. On fait partie, notre métier c'est nous et ça déborde énormément. Donc et c'est ça, on se remet en question. Enfin, on est tout le temps un peu sur le fil. Ouais. Donc c'est après, je suis d'accord avec toi aussi sur le côté même physique. Ouais. Ça prend pas mal d'énergie physiquement. Moi, j'ai pas mal de problèmes tendinaux, musculaires aussi entre les machines, les positions. Mais après, on vit de ce qu'on aime. Et ça, je crois que ça pas de prix, quoi. Ouais. Et on y pense tout le temps. C'est ce que tu disais. C'est vraiment un mode de vie, quoi. Il y a des gens qui comprennent pas qu'on va bosser les dimanches. On va pas forcément prendre de vacances ou de choses comme ça. Ça paraît un peu surréaliste, genre mais le lundi aussi et le dimanche. C'est pas grave. C'est pas des métiers qu'on fait à moitié ou avec à reculons, quoi. Avec un 35 heures, ce genre de choses en tête. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Non. Puis j'imagine aussi pour toi, tu parlais d'émotion, mais tu tatoues des gens, quoi. Il y a une proximité, une intimité physique qui se crée avec les personnes. Oui, clairement. On sait que les personnes vont vivre avec un petit peu de nous toute leur vie, quand même. C'est quand même assez important. Surtout comme moi, qui ai une très mauvaise mémoire et qui, par moment, ne reconnaît pas les gens. Et puis d'un seul coup, il faut que je voie le tatouage pour dire mais oui, pardon. C'est un peu la honte. Mais parce que des fois, t'es tellement concentré sur ton truc, tu sais. Eux, déjà ils viennent te voir, donc ils t'ont choisi. Mais c'est vrai que des fois, t'es tellement concentré dans ton boulot que je retiens même plus le visage. Tu t'en vois tellement aussi. C'est un bout de chair. On voit tellement des gens passer. Et on en voit beaucoup. Après, évidemment, j'ai quand même beaucoup de gens à qui je commence par un bras, puis un dos, puis. Alors évidemment, ceux-là, je m'en rappelle très bien. Hein. C'est des gens que je vois tous les mois depuis. Certains 8-10 ans qui commencent à être vraiment remplis, donc là il y a pas de problème, hein. Ma mémoire
ne fait pas défaut à ce moment-là quand même. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que oui, c'est particulier de savoir que c'est contrairement à une pièce ou à un tableau des fois qu'on va acheter, on peut le revendre. Oui. Alors que là, À moins de tuer la personne. plus compliqué de s'en débarrasser. Mais n'allons pas par là, il y a des enfants. T'as écouté les mêmes podcasts, moi, Ah c'est oui, j'avoue. Et Non, mais ouais. pendant les séances, est-ce que les gens ils s'ouvrent aussi, est-ce qu'ils te racontent un petit peu leur vie? Est-ce que ça, oui, est-ce que ça arrive? forcément, on C'est un partage moment pas intime, mal. hein. Après, ça reste. Moi, je reste à ma place aussi. Hein. Professionnel. C'est-à-dire que je ne suis pas psychologue. Hein. Je suis tatoueuse, illustratrice. Donc, on reste sur. Voilà, on partage, mais ça reste. Voilà, de la discussion, de passion, de choses, de la vie, mais sans rentrer trop dans les détails non plus. Ouais. Alors, il y avait aussi, toi Vincent, c'est suffisamment inédit pour le souligner, tu as bossé avec Wes Anderson aussi. Et est-ce que tu peux C'est ça. petit peu nous parler de cette expérience? Peut-être Le réalisateur de films. Peut-être pour placer un petit peu le contexte, en fait, ta qualité de crafter, d'artisan de lettrage, ouais, t'as amené en fait à travailler pour le cinéma. C'est Donc, ça. comment ça s'est passé? fait Comment t'as été contacté? En fait, on est deux à travailler en tant que peintre en lettres avec Wes Anderson depuis 2019 du coup. Et en fait, c'est mon ami et collègue François Morel, c'est pas l'humoriste, il s'appelle comme ça, qui un jour à Paris a vu un tournage à côté de son atelier, voyant des gens mettre des gros pochoirs à la bombe pour des lettrages 1920, il s'est dit c'est quand même un petit peu dommage. Ouais. Et en passant, il leur a laissé sa carte et il a dit bah si jamais vous avez besoin, appelez-moi. Et plusieurs mois après, le chef décorateur de ce tournage l'a appelé pour des projets qui se sont pas faits. Et un jour pour aller sur French Dispatch, qui est le film de Wes Anderson qui est sorti au mois d'octobre. Et il fallait monter une équipe. On a pas mal travaillé ensemble sur des gros projets. On se connaît bien. On s'est rencontrés en Australie. Donc on a partagé pas mal de choses. Et du coup, tout de suite, il m'a appelé. On est partis tous les deux. Alors qu'on devait être 4 à l'origine. On était 2. Et on est parti pour 4 mois et demi à Angoulême, de 2018 à 2019. Et on a fait que des lettrages sur tout ce qui est possible d'imaginer, des fausses devantures de magasins, des vraies devantures de magasins dans la ville, des murs dans la ville, des véhicules, des accessoires. On a peint vraiment sur tout et n'importe quoi, parce qu'il déteste les autocollants. Il aime bien que ça soit un petit peu bancal. Donc parfois fallait faire exprès de pas faire des trucs trop propres. Ah, c'est drôle. Il aime bien des interlettrages un peu abîmés, Oui, c'est voilà. marrant, ouais. Et après c'est vieilli et du coup t'as l'impression que c'est des trucs qui ont déjà 60 ans, qui étaient dans la rue depuis des années, alors que pas du tout. Et donc bah là cette année j'ai refait 2 films pour lui, toujours avec le même binôme. Et depuis du coup ouais je travaille un petit peu dans le cinéma et puis toujours avec mes clients habituels. Donc je jongle un peu entre les deux. Et c'est assez intéressant de voir l'envers du décor. C'est pas donné à tout le monde. C'est des productions assez avec des beaux budgets pour le coup. Ouais. J'ai pas comme beaucoup de gens de la déco, enfin qui voulaient travailler dans le cinéma, qui ont commencé. Je pense que peut-être Émilie, tu connais tous ceux qui ont fait des petits courts métrages, pas beaucoup de budget, etc. Et qui au final arrivent sur des grosses productions. Nous, on a eu la chance d'atterrir directement là-dessus. Bon, ils nous attendaient un peu au tournant parce que c'était quelque chose d'assez conséquent. Ils se sont dit, ils ont rien fait avant, ils arrivent sur un film où il y a 300 personnes à la déco. C'est ouf, ouais. Comment ils vont faire? Et bon, bah, au final, ça a l'air d'avoir Tes parents, ils marché. doivent être trop fiers, non? Ouais, ils sont plutôt contents. Et j'avoue que moi, je suis assez content quand j'ai vu mon nom au générique. J'ai vraiment attendu la dernière minute pour le voir à la fin. Parce que bon, on n'est pas au début, on est très Ouais, loin. bien sûr, ouais. Mais ça fait quand même plaisir et, non, c'est assez cool de voir, ouais, tout l'envers du décor. Parce qu'on soupçonne, mais pas tellement tout ce qu'il peut y avoir derrière un Non. film, c'est assez impressionnant. Et même si je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas ce côté créatif parce que c'est un département qui le fait sur les films. Nous, on a un droit de regard, on va dire. On va leur dire, ah, mais ça marche pas. À l'époque, c'était plutôt telle couleur, ou on va donner un peu des conseils. Mais sinon, c'est les autres qui font la créa. Nous, on est vraiment des artisans et on fait de la réalisation. Mais c'est super plaisant. C'est des trucs qu'on peindrait jamais dans la vraie vie au final. Ouais. Et du coup, c'est quand même un pur kiff. Et est-ce que tu te souviens de ce moment où t'as reçu ce mail ou cette demande de, tu vas bosser avec Wes Anderson? Ça doit être un peu surréaliste, non? Je sais pas. Oh, bah c'était un coup de fil de mon pote. Du coup, il m'a dit bon, tu fais quoi à partir du mois de septembre pour 4 mois parce qu'on part
sur le Wes Anderson, ça te dit? J'ai dit bah ouais, tu veux une réponse? Évidemment, genre c'est trop cool. Et donc on a dit vas-y, on part en Espagne. Et non ouais, c'était ah ouais quand même, on va partir. Non, on devait partir 3 mois. Bon, on en restait quasiment 5. Mais déjà 3 mois pour moi. Enfin, un projet en général c'est un jour à une semaine, on va dire. Là, on partait 3 mois non-stop. Donc ouais, il y avait un espèce de bon bah. On faisait pas trop les malins parce qu'on sait que les peintres en lettres du cinéma sont vraiment dans des pointures. Ils font tout et n'importe quoi en un rien de temps. Donc on s'est dit, va falloir assurer. Il y avait un peu de stress, voire beaucoup. Et puis, bah, une fois que c'était parti, on a dit banco, on s'est un peu préparé. Et puis, quand on était dedans, on s'est fake it until you make it. Et puis voilà, on fait semblant jusqu'à temps que ça marche. C'est ça. Bah, ça l'a Fake it fait. until you make it. C'est ça. Et puis, ça l'a fait. Et ouais, cet été, on était de retour, sur une autre prod. Et puis, pareil, cet hiver. Donc, non, c'est plutôt flatteur et sympa. Trop bien. Bosser avec toutes ces personnes. Trop bien. Si vous pouviez vous adresser à l'adolescent ou l'adolescente que vous étiez il y a genre 10-15 ans, c'est une question hyper classique, mais qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Moi, je sais pas, je dirais faire continue. Enfin, en fait, je pense que tout ce que j'ai fait m'a à peu près mené où je suis au final, donc il y a pas trop de mauvais choix. Genre, vas-y, fais, réfléchis comme tu réfléchis, et puis normalement, ça va le faire. Ouais. Je sois pas trop bête. Ouais. Ça, un peu tout le monde. Non, mais de pas forcément toujours écouter les chemins tout tracés aussi, c'est un bon conseil, hein, de pas toujours suivre la voie qui est attendue. Ouais, si je dirais continuer à penser ce que tu penses. C'est un truc auquel je pensais beaucoup quand j'étais début d'études et en lycée, je sais que je vais faire un métier, ça va être toute ma vie. Enfin, en tout cas, les 3/4. Et j'avais vraiment pas envie de faire un truc qui me fait chier, en fait. Genre d'aller passer les 3/4 de ma journée à me dire, j'ai pas envie d'y aller. J'ai fait des boulots d'été, comme tout le monde, dans les champs, dans les magasins, etc., à l'usine. Tu te dis, non, je veux pas faire ça toute ma vie. Pareil. Donc, continue à penser comme ça et tu vas trouver un truc, au final, qui marche. Donc, allez, vas-y, avance. Moi, je pense que je me dirais, t'inquiète pas, ça va finir par payer d'être un peu creepy, dégueu, parce que moi j'étais pas la plus populaire quand j'étais ado. C'est vrai. Et ça n'aidait pas beaucoup de dessiner des trucs un peu creepy. Ouais, déjà à l'époque. Et d'ailleurs, je me suis dessinée dans la salle que j'ai fait ici à l'entrée. C'est ma représentation ado, parce que je me suis dit que si j'avais su à 12 ans que je serais là maintenant, trop cool quoi. J'aurais peut-être passé un meilleur moment. Tu serais genre, vous allez voir. Ouais, je vais vous montrer. Non, du coup, au final, peu importe ce que les gens pensent quand on a 12 ans, tu finis toujours par trouver ton truc, ta tribu, tes gens, ton style. Ça finit par tomber. C'est un peu un super pouvoir quand même, savoir dessiner quand on est ado, non? Moi, j'étais pas du tout populaire non plus, mais je savais dessiner. Et ça, c'était cool. C'était mon seul truc, c'est pour ça que je l'ai amplifié, que j'en ai fait un travail, quoi. Et ça fait marrer les copains un peu, quand tu sais un peu dessiner, voilà, tu fais des conneries. Tu peux faire un dessin. Ouais, plus tard, ça a marché, mais bon, une fois que j'ai eu des potes, ils faisaient tous du dessin aussi, du coup, j'étais vraiment plus, j'étais pas cool. Mais, d'accord. Non, plus jeune, c'était, du coup, je passais beaucoup de temps, dans mon coin, au fond de la classe, à griffonner mes petits dessins, donc, c'est pas forcément l'attitude la plus engageante quand on est gamin, donc non, ça marchait pas des masses. Ça m'a pas aidé à pécho quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est ça. Non, tristement non. Ouais. Oui, la même chose, hein, clairement. Je lui dirais, vas-y, continue. Peut-être juste, éventuellement, suis un peu plus les cours d'anglais. Ça aurait été pas mal. Oui. Mais sinon, dessiner en fond de classe, ça marche aussi. Cool. En tout cas, un grand merci. C'était hyper cool d'échanger avec vous. Ouais, d'avoir plongé dans la piscine avec nous. Ouais. Si vous pouviez vous adresser pour terminer aux parents dans la salle, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire par rapport aux enfants qui nous ont peut-être écoutés? N'ayez pas peur du dessin, ça fait pas de mal. Au contraire. Ouais, peu importe ce que c'est, s'ils veulent faire quelque chose, juste faites-leur confiance et ça devrait marcher. Faites-leur confiance, bordel. Non, mais c'est ce que nous disait, un prof d'illustration de ma première école, c'est si toi ça te fait plaisir, il y a de fortes chances que ça fasse plaisir à peu près beaucoup d'autres gens. Donc si ça te fait plaisir, fais-le bien, et puis tu réussiras à en faire quelque chose après. Donc peu importe ce que c'est, il y aura bien moyen de trouver une façon d'en vivre. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est ça, c'est que c'est pas idéaliste ou irréaliste de vouloir vivre du dessin ou de l'art en général. En fait, y a des gens qui le font très bien. Donc si le gamin a particulièrement envie de faire plus du crayon de couleur que des maths,
Allez. Bon, je sais qu'on est obligé de faire des maths. Ne quand soyez même, pas trop mais- feignants. C'est Faut y ça. aller quand Il y a même. des métiers pour ça. Yes. Des vrais métiers. Exactement. Boum. Ah bah merci beaucoup. Merci à vous tous. Grand merci Et à vous puis, trois. bah, à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, Everything is connected! Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif. Est-ce que ça va bien? Ouais.